Bienvenue Manuel Valls sur le plateau de LCI. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes ancien Premier ministre, aujourd'hui candidat dans la 5e circonscription des Français de l'étranger qui inclut l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Le vote démarre le 5 juin, je crois, par correspondance. Non, le premier tour pour tous les Français de l'étranger, en tout cas pour cette circonscription où je suis candidat, le premier tour, en effet, vous avez raison de le dire, parce que beaucoup de nos compatriotes vous écoutent, nous entendent. Le premier tour, c'est le 5 juin. Ah ben c'est ce que je dis. Non, le premier tour directement. Oui. Et en revanche, le vote électronique, lui, démarre le 27 mai, du 27 mai au 1er juin, et c'est important. Donc encore plus tôt, c'est-à-dire la campagne est davantage ramassée. C'est important de parler de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Et de ce calendrier particulier, en effet, qu'on oublie parfois. Ce sont des citoyens, des Français à part entière, donc il faut les considérer. Alors, on va en parler des législatives, mais d'abord un mot du pouvoir d'achat, évidemment qui concerne tous les Français, qui est au menu du Conseil des ministres ce matin. À la lecture du Monde, on découvre que Emmanuel Macron pourrait ne pas attendre la nouvelle Assemblée pour présenter un texte dès début juin, avec les promesses qu'il avait faites, un certain nombre de mesures, dont un chèque alimentation. Contour un peu flou encore, mais entre 50 et 60 euros, à qui, dans quel magasin, on le saura. Mais est-ce que c'est une bonne politique de multiplier les chèques dans ce contexte ? Moi, je crois que tout doit être fait pour soutenir et améliorer le pouvoir d'achat. Nous l'avons vu pendant la campagne présidentielle. C'est le grand sujet de préoccupation de nos concitoyens. La hausse de l'inflation, notamment due au prix de l'énergie, mais aussi à toute une série de produits de première nécessité, inquiète les classes moyennes, les couches populaires. Tous les reportages sur votre chaîne le démontrent. Donc oui, que ce soit l'indexation des retraites sur l'inflation, que ce soit des chèques ou des soutiens, la négociation, bien évidemment, dans les entreprises ou par branche, parce qu'il faut que les salaires augmente, il faut améliorer le pouvoir d'achat. C'est ça le véritable levier pour augmenter, pour améliorer le pouvoir d'achat, ce sont les salaires, l'augmentation du... Oui, mais je pense que beaucoup de nos concitoyens, de nos compatriotes attendent des gestes rapides. Nous savons qu'il y a déjà des augmentations de salaires dans certaines entreprises et dans des secteurs, dans des branches. On pense par exemple à celui de la restauration. Mais il faut aussi des mesures ciblées qui accompagnent nos compatriotes. C'était l'engagement du président de la République, donc tout ce qui permet d'aller vite, et quand il y aura une nouvelle majorité, quand il y aura la majorité à l'Assemblée nationale après les élections, il faut pouvoir agir vite dans les premières semaines, et notamment pendant l'été. C'est l'action plus que jamais, Emmanuel Macron le disait hier, c'est l'action aujourd'hui qui prime. Les Français attendent des mesures concrète. Mais encore un mot sur le fond de cette politique, parce que sur le temps long, cette politique des chèques, elle n'est pas tenable sur les comptes publics, pour les comptes publics. Vous savez, ce qui a changé, je vous parle d'expérience, par le passé, au fond, l'avenir des responsables politiques, du président de la République, du chef du gouvernement, était lié au niveau de chômage. Là, nous avons, on verra, parce que nous sommes dans une situation économique qui reste fragile, due au fait notamment... Et qui est très attaquée par les conséquences de l'Ukraine. Des conséquences de la guerre en Ukraine, l'inflation, le niveau des taux d'intérêt, même si la Banque Centrale Européenne fait preuve d'une très grande maîtrise et d'une très grande prudence. Mais il y a la croissance... il y a l'emploi, il y a la baisse du chômage. C'est quand même déjà un élément très important, il faut le souligner, il faut mettre à l'actif de cette majorité. Mais il y a cette question centrale qui angoisse beaucoup de nos concitoyens, tout simplement pour payer l'essence, leur voiture, les prêts pour leur maison, les études de leurs enfants. Donc sur toutes ces questions-là, je pense qu'il faut agir. Tout évidemment, nous le savons, il faudra maîtriser nos déficits et notre dette. Mais ne soyons pas contradictoires. C'est-à-dire cette politique unique en Europe, soutien, parce que j'ai vu la comparaison avec l'Espagne, par exemple. Les moyens qui ont été donnés aux ménages, à nos entreprises, à nos commerces, au secteur de la culture, le quoi qu'il en coûte, heureusement, sinon nous n'aurions pas tenu et notre économie n'aurait pas retrouvé la croissance. Mais il faudra évidemment progressivement, avec maîtrise, et ça ne veut dire en aucun cas une politique d'austérité, eh bien oui, retrouver toutes les marges nécessaires, sans augmenter les impôts, parce que c'est aussi un élément qu'il faut rappeler. Bon, on y reviendra largement, mais enfin, présenter les mesures, c'est aussi pour Emmanuel Macron donner un argument aux candidats aux législatives. Oui, mais c'est normal, c'est cohérent. Le président de la République nous le rappelait hier dans cette réunion avec tous les candidats à la majorité présidentielle, à Aubervilliers. Les Français ont tranché,
pour l'élection présidentielle. Je rappelle que c'est Emmanuel Macron qui a été élu, et pas Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, en tête largement au premier tour, nettement au second tour, ce qui n'enlève rien des analyses sur l'abstention, sur les colères et les fractures qu'il y a dans notre pays. Enfin, il est le président de la République et il a besoin d'une majorité qui se nourrit évidemment du programme du président de la République et des engagements qui étaient les siens avant le premier tour et entre les deux tours, pour écouter évidemment, pour tenir compte de l'expression, du vote, des sentiments, etc. Mais quand il dit battez-vous, battez-vous, il l'a dit hier à la tribune, donc face aux candidats, il y a un risque. Il y a un risque de ne pas avoir de majorité. Il y a toujours un risque si on ne se bat pas. Ce sont les Français qui décident. D'abord, il y a toujours un risque d'abstention supplémentaire. Je rappelle qu'aux élections législatives, depuis déjà plusieurs années, l'abstention est forte. Et je ne vous le dis pas chez les Français de l'étranger. Donc il faut voter. Je pense que c'est très important de revitaliser notre démocratie. C'est d'ailleurs l'un des engagements du président de la République. Et puis il y a toujours un risque si on ne se bat pas, si on ne mobilise pas. Donc il faut donner en effet une majorité au président de la République. Bien sûr, le système électoral, la cohérence des Français. Je vais vous le dire, même Marine Le Pen hier soir au JT de 20h de TF1 a dit en gros, il n'y a pas de risque. Et oui, Emmanuel Macron aura une majorité. Elle a dit ça. Oui, elle qui a été l'adversaire numéro 1 d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Moi, j'ai un peu de mémoire. Je me rappelle d'une phrase de François Mitterrand en 1988. Vous vous rendez compte, c'est presque la préhistoire, qui avait dit « n'est pas bon que un seul parti ait la majorité ». Je ne sais pas pourquoi il l'avait dit, mais du coup, Michel Rocard, à l'époque, s'est retrouvé sans majorité à l'Assemblée. Donc, il a une majorité relative. Le risque, c'est celui de la confusion. Moi, je pense qu'il n'enlève rien au débat, à la nécessité d'avoir une opposition et des groupes qui, évidemment, font leur travail. Mais il faut une majorité forte, large, parce que, d'abord, il y a toutes ces réformes, toutes ces mesures nécessaires pour nos compatriotes, et puis parce que nous sommes dans un moment très difficile, avec des défis considérables, la guerre en Ukraine, l'avenir de l'Europe, notre défense, le changement climatique, la nécessité de lutter contre les inégalités, l'école. Donc sur tous ces sujets-là, il faut une majorité forte et déterminée. Donc un combat n'est jamais gagné d'avance, il faut se battre, il faut y aller avec humilité et respecter chaque électeur, chaque Français. Le troisième tour, ça n'existe pas, dit aussi Emmanuel Macron. Allusion directe à Jean-Luc Mélenchon. C'est lui l'adversaire politique numéro 1 aujourd'hui. Ce sont les extrêmes. Ce sont ceux qui, au fond, on l'a vu pendant cette campagne présidentielle, qui veulent rompre avec l'Europe, avec l'Alliance Atlantique, avec une certaine idée de la France et de la République. Oui, mais pardon, j'insiste. Est-ce que c'est lui qui a ciblé principalement Emmanuel Macron hier? Vous y étiez, vous l'avez entendu. Est-ce que c'est lui, d'abord, qu'il faut essayer d'atteindre dans ces législatives, dans cette campagne? Moi, je pense, je l'ai déjà dit, que le mélenchonisme, c'est notre adversaire. Oui, ça a d'ailleurs surpris. Ah bon, ça n'est plus l'extrême droite, votre adversaire? L'extrême droite et l'extrême gauche, les extrémismes, je viens de vous le dire, sont évidemment pas seulement nos adversaires, mais je pense qu'ils sont dangereux pour ce que nous sommes. En entendant encore une fois ce que veulent dire les électeurs, mais leur programme. Et les Français ont tranché. Jean-Luc Mélenchon n'a pas été qualifié pour le second tour. Marine Le Pen a été battue au second tour. On n'entend que lui, Emmanuel Valls. Aujourd'hui, c'est lui qui apparaît c'est lui qui veut être Premier ministre, c'est lui qui attire l'attention. Attention au phénomène médiatique, à l'occupation de l'espace, vu que Marine Le Pen était davantage présente ces dernières heures, mais je ne vais pas commenter leur présence médiatique. Mais je pense, et c'est un républicain de gauche qui vous parle, vous connaissez mon itinéraire. Mais en effet, il y a un vrai danger dans le mélenchonisme parce que c'est une rupture avec nos engagements européens de défense, l'Alliance Atlantique, notre diplomatie. Donc c'est une première rupture qui me paraît particulièrement dangereuse. Il y a une deuxième rupture qui est une rupture républicaine, et le chef de l'État a eu raison hier de rappeler qu'il y a dans le mélenchonisme du communautarisme. Donc vous savez que je l'ai souvent rappelé. C'est pour ça c'est presque un combat personnel. On ne peut rien. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre cette alliance, cet effacement, cette soumission de la direction du Parti socialiste. Et il y a une troisième rupture avec l'esprit de responsabilité. Vous parlez des finances publiques, de notre économie. Donc ces trois ruptures sont graves. Et puisque Jean-Luc Mélenchon
veut être candidat au poste de Premier ministre, fait de cette élection un troisième tour. Tout ça est évidemment absurde. Mais, absurde. Non, mais c'est absurde en termes de nom, d'objectifs donnés. Il n'y a pas de troisième tour. Il y a un premier tour des élections législatives et il y aura un deuxième tour. Et puis après, il nous expliquera qu'il y a un troisième tour social dans la rue. Nous connaissons, je connais cette rhétorique. Donc oui, le mélenchonisme, pour moi, c'est notre adversaire, c'est mon adversaire. Donc il faut mener la bataille et il faut, vis-à-vis des deux extrêmes, rappeler les dangers, les objectifs. Le mariage entre le PS et la France insoumise contredit quand même votre formule de gauche irréconciliable. Elles se sont trouvées, ces deux gauches. Il y en a beaucoup qui attendaient cette union. On le voit dans les sondages, mais on voit aussi dans la jeunesse qui est contente que cette union enfin arrive pour donner une perspective à leurs convictions de gauche. Ça, on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Mais évidemment, moi je l'entends. Mais l'union pour l'union, ça peut être sympathique. On peut comprendre cette aspiration, et elle existe à gauche. Pardon, elle existait aussi à droite d'une certaine manière, mais elle ne peut pas se baser sur un programme de rupture, y compris dans les mots, la désobéissance, la rupture avec les traités européens. Vous vous rendez compte, quand même, il faut parler du fond. La sortie du commandement intégré de l'Alliance Atlantique, au moment où nous sommes pleinement engagés dans le soutien avec l'Ukraine, des réformes économiques qui mèneraient le pays, les petites gens, les salariés, nos petites entreprises à la ruine. Conception de la République qui n'a rien à voir avec ses valeurs et la laïcité. Donc, je crois au contraire, moi je ne suis pas là pour dire que j'avais raison, mais au contraire, je pense que ma théorie des gauches irréconciliables est d'autant plus fondée quand je vois le nombre de sociodémocrates, de responsables de la gauche qui ont rejoint, je ne parle pas de ceux qui, comme moi, avaient déjà rejoint Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, Bertrand Delanoë, Elisabeth Borne et bien d'autres, mais d'autres, pardon, je veux dire, le fait que Bernard Cazeneuve quitte le Parti Socialiste, le fait, la prise de distance, évidemment, de François Hollande et de bien de qu'est-ce que vous faites de Martine Aubry, quand même, la dame des 35 heures, elle a été à la tête du Parti Socialiste, c'est une figure de gauche. Elle a succédé à Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, vous l'avez connu quand même. Le complice de François Mitterrand à la mairie de Lille. Eh bien, elle dit banco, il le faut. Cette alliance, cette soumission électorale, mais bon, c'est pas le plus important, mais cette soumission du projet et des idées. C'est la première fois. Soumission électorale de qui? De Martine Aubry? Non, des socialistes. Mais elle, vous ne me répondez pas sur Martine Aubry. Moi je réponds toujours à vos questions et je vais le faire, mais à ma manière, bien évidemment. Mais la soumission, vous parlez de Martine Aubry, la fille de Jacques Delors, même si, honnêtement, elle a depuis longtemps, évidemment, heureusement, et je le respecte, son indépendance et sa propre autonomie. Mais et vous parliez de Pierre Mauroy, mais que ça soit, c'est une rupture par rapport au Parti socialiste, à la gauche, de François Mitterrand, de Pierre Mauroy, de Michel Rocard, de Lionel Jospin et de Jacques Delors. C'est une rupture profonde. C'est la première fois dans l'histoire de la gauche, depuis plus d'un siècle, qu'il y a cette soumission à une formation de rupture, une formation d'insoumission par rapport à ce que nous sommes. Donc c'est très grave, et donc c'est pour cela que les électeurs de gauche, de cette gauche modérée, responsable, de gouvernement profondément européenne, y compris ceux qui ont voulu un vote utile à gauche au premier tour, en votant Jean-Luc Mélenchon dans les banlieues, dans les centres urbains, en se disant il faut que la gauche soit présente au second tour pour éviter la présence de Marine Le Pen. Ils vont revenir ? Je suis convaincu. J'en parlais hier avec François Rebsamen, le maire de Dijon, qui est dans la majorité. Ils vont revenir dans le giron macroniste, à votre avis ? Eh ben, il faut les convaincre. Il faut les convaincre que. Pourquoi ils reviendraient ? Mais parce que l'Europe, les valeurs démocratiques, la justice sociale, le progrès scientifique et éducatif, le dialogue, une autre manière de gouverner qui ne peut pas être la fureur et le chaos de Jean-Luc Mélenchon, sont dans la majorité. Bon. C'est autour de cela, c'est autour de ces valeurs, de cette conception. Moi, je pense que, par exemple, la question européenne, elle est fondamentale, plus que jamais. C'est grâce à l'Europe que nous avons pu résister face à la pandémie et à la crise économique. C'est l'Europe qui sort renforcée, même s'il y a encore beaucoup à faire, face aux risques de guerre et face à la guerre en Ukraine. C'est un clivage fondamental, mais je n'oublie pas le clivage républicain et démocratique, et je n'oublie pas le clivage sur le sérieux quand il s'agit de gouverner un pays. Bon, vous m'avez parlé d'assez loin. Pour vous, Martine Aubry, je vous ai demandé une réponse précise.
Elle trahit sa famille. Elle était déjà... Elle était déjà partie. Elle était déjà d'une forme en rupture avec le quinquennat de François Hollande. Donc tout ça ne m'étonne pas. Mais je ne veux pas polémiquer, moi, avec Martine Aubry. C'est son choix, mais c'est un choix qui conduit à la fin du Parti socialiste et à l'effacement de ce courant tel qu'il le représentait. C'est pour ça que cette gauche réformiste doit se retrouver dans la majorité présidentielle. À Vénissieux, le candidat Taabouf s'est jeté l'éponge hier matin, vous le savez, en se posant victime de la meute qui ne tolérerait pas un profil venu des quartiers. Les victimes de qui, Taabouf? Non, la victime, c'est cette policière syndicaliste, Linda Kebab, qui l'a traité d'arabe de service. La victime ou les victimes, ce sont tous ceux qui ont été insultés, vilipendés, parce que républicains, parce que laïcs, par ce personnage et par d'autres. Le victimisme, c'est toujours cette manière d'agir. Il fallait tout simplement déjà pas le présenter d'abord, on aurait évité cette polémique et ce bruit. Mais au fond, lui... Éric Piolle, quand il s'agit d'autoriser le burkini dans les piscines, c'est cette même conception que porte d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, que portent ses amis. C'est en totale contradiction, encore une fois, avec la gauche républicaine. Il cède au communautarisme, Éric Piolle. Le burkini, d'ailleurs, par parenthèse, on découvre en s'intéressant à ce sujet que ça existe à Rennes. La République n'est pas piétinée tous les jours parce que le burkini est autorisé à la piscine. Mais on voit bien, oui, et puis je fais attention parce que je connais parfaitement, pour y avoir participé à ce type de polémique, mais on voit bien quel type de conception, le président de la République hier le disait très bien en parlant de communautarisme. Donc face au communautarisme, nous avons besoin, c'est pas un sujet qui était très présent dans la campagne parce que évidemment la guerre en Ukraine et les questions, et les questions économiques et sociales de pouvoir d'achat que nous avons abordées préoccupaient d'abord nos Français. Mais la manière dont on tient le pays, sa cohésion autour de ses valeurs républicaines, la laïcité, l'école, la transmission de ces valeurs, où il faut faire très, très attention. Donc tout mot, toute polémique, toute mesure utilisée par un maire, on voit bien les effets. Moi, vous savez, Mais ça m'intéresse, c'est une rupture avec les principes républicains si la piscine de Grenoble autorise le burkini. Oui, mais oui, parce que pourquoi ? Je vais souligner les choses de manière très claire. En Afghanistan, des femmes risquent, en sortant dans la rue, sans voile, sans la burqa, risquent leur vie. Les talibans, évidemment, il y avait des gens qui pensaient qu'ils ne le feraient pas. Non seulement les jettent de l'université et de l'école, les jeunes filles, qui pleurent d'ailleurs parce qu'elles n'auront plus accès au savoir, mais on les oblige dès le plus jeune âge à porter cette burqa. Et nous, dans un pays démocratique, avec nos valeurs, avec l'émancipation des femmes, et Dieu sait combien il y a encore à faire pour cette égalité, on couvrirait leur corps parce qu'ils seraient impudiques. Derrière cela, il y a une conception politique, pas une conception religieuse, il y a une forme de provocation dans la République. Et des élus de la République y participent. C'est ça qui est dangereux. Mais ils disent peut-être de bonne foi, c'est la liberté de porter ce qu'on veut, quand on veut pour les femmes en France, et même d'aller seins nus à la piscine. C'est ce que dit Éric Piolle. Pour faire bonne mesure, on pourra aller seins nus à la piscine et vous porter le burkini. Mais tout ça ne se passera pas, par ailleurs. C'est pas ce qui se fait dans les piscines. Et parce que c'est évidemment que la liberté existe. Le débat a eu lieu d'ailleurs entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur le fait qu'on ne peut pas interdire les signes religieux, le voile, la kippa, le port d'une croix, évidemment, dans l'espace public, sinon on crée les conditions d'une guerre civile. Mais écoutez, si nous en parlons, Elisabeth Martichoux, on voit bien les symboles qu'il y a derrière. Moi, je suis pour la liberté, pour le respect. Je pense plus que jamais que nos compatriotes musulmans doivent être aidés, protégés. Nous allons démontrer que l'islam est fondamentalement compatible avec nos valeurs démocratiques et la laïcité, surtout l'égalité femmes-hommes. Mais ne cédons pas aux extrémistes et d'une certaine manière à leurs complices. Je voudrais votre avis sur tout de même la déclaration, j'y reviens, de Marine Le Pen hier sur TF1, qui joue une partition très différente de celle de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'elle ne dit pas que c'est le troisième tour, elle ne dit pas qu'elle va être Premier ministre, au contraire, elle dit moi, je suis pour la vérité et je suis la candidate de la vérité. Et la vérité, c'est de dire que Emmanuel Macron aura une majorité, contrairement à ceux qui racontent des fables. C'est pas surprenant comme stratégie. Oui, vous me demandez de commenter ces propos de Marine Le Pen et sa stratégie électorale. Ouais. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est comme candidat de la majorité présidentielle, c'est que nous devons convaincre, gagner et qu'aucun combat n'est gagné d'avance. Vous y voyez de la tactique quand même dans cette déclaration, ce contre-pied sans doute, à la France insoumise sans doute, mais c'est Marine Le Pen qui était au second tour.
c'est Marine Le Pen, même si elle a été défaite, qui a réalisé 42% et qui a eu plusieurs millions de voix. Donc elle mène sa campagne. Elle espère avoir de nombreuses circonscriptions. Nous devons mener campagne avec humilité, en convainquant, en respectant les électeurs, mais sur le projet présidentiel et pour que le président de la République ait une majorité à l'Assemblée nationale. Avant cela, on aura peut-être le nom du Premier ministre, sans doute. Il a choisi, a-t-il dit, à Berlin lundi dernier, lundi soir. Comment ça se passe, vous qui avez été Premier ministre? Il a dit qu'il avait choisi, donc le candidat choisi, l'élu le sait, doit tenir le secret. Ça se tient entre 2 personnes maximum. Comment ça se passe? Je n'en sais rien. Moi, quand j'ai été nommé... Non, mais pour ce qui concerne cette phase-là, cette situation... Aujourd'hui, pour ce qui me concerne, je l'ai su quelques heures avant. Bon, donc, alors, il y avait déjà une discussion qui avait été engagée par le président de la République. C'est le président qui appelle directement, quand même, pour un Premier ministre. C'est le président de la République qui nomme, j'en ai pas dit. Mais je pense que le président de la République, Emmanuel Macron, a eu raison de prendre son temps, parce qu'il faut un temps de réflexion, d'analyse de ce qui s'est passé, investir les candidats aux élections législatives. Il y a eu la cérémonie samedi à l'Élysée, cérémonie sobre, mais aussi forte et émouvante. Bon, le discours très important lundi sur l'Europe et la rencontre avec le chancelier allemand, parce qu'encore une fois, ce sont les grands défis. Et puis là vient maintenant le moment de la nomination du gouvernement. C'est une décision qui appartient au chef de l'État. Et peu de personnes le savent dans ces cas-là. J'imagine que très peu de personnes le savent. Emmanuel Macron, l'intéressé, puis peut-être le fameux secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collin, c'est ce que vous imaginez? Le secrétaire général de l'Élysée joue toujours un rôle important, comme le directeur ou la directrice de cabinet du Premier ministre. Une femme, ce serait bien quand même? Oui, bien évidemment. Ce serait une déception si ça n'était pas une femme, peut-être. Mais je pense que plus que jamais, dans l'équilibre des responsabilités, oui, il faut que les femmes prennent toute leur place. Et puis il y a d'autres critères qui jouent ici. En tout cas, la parité au gouvernement et des responsabilités importantes s'impose bien évidemment. Bon, vous reviendrez ici pour nous dire pourquoi, après avoir eu autant de réussites, parfois des échecs, vous voulez toujours servir l'Assemblée nationale, mais on n'a plus le temps. C'est fini. Parce qu'il faut la légitimité, parce que je m'engage et que j'aime le combat. C'est une question qu'on se pose parfois à votre sujet, mais donc on y reviendra. Merci à vous, Manuel Valls, d'avoir été ce matin sur LCI dans